Oui, donc Galia Ackerman, journaliste, écrivaine, amie d'Anna Politkovskaya, va nous lire un hommage à Anna et à tous ceux qui, aujourd'hui encore en Russie, se battent pour la liberté. Merci beaucoup de votre attention. Je voulais juste vous dire, pour enchaîner avec la lecture de ce journal de Navalny par Amalric, que tous ces textes et beaucoup d'autres, vous pouvez les trouver sur le site donc de ce nouveau média qui s'appelle Desk Russie. Nous allons continuer de traduire tant qu'il sera en prison. On va continuer à traduire et à diffuser ces textes. Et maintenant sur Anna. Anna Politkovskaya a vécu une vie courte. Elle a été assassinée à 48 ans quand elle était pleine d'énergie, avait des projets d'écriture et attendait la naissance de sa petite fille. En réalité, sa vie publique et la période de sa notoriété a été encore bien plus courte. Elle s'est mariée tôt avec un célèbre journaliste de la Perestroïka et des premières années post-communistes, Alexandre Politkovski. Pendant leur jeunesse, c'est lui qui travaillait et c'est Anna qui était mère et épouse au foyer. Quand ses deux enfants, Vera et Ilya, donc garçon et fille, ont commencé à grandir, Anna travaillait dans quelques journaux où elle écrivait sur des sujets sociétaux. Son destin a changé vraiment à partir du moment où elle a été embauchée à Novaya Gazeta en mai 99, 2 mois seulement avant l'intrusion de combattants tchétchènes au Daghestan. En quelques mois, grâce à ses reportages, d'abord du Daghestan et ensuite de la Tchétchénie, où la deuxième guerre tchétchène a commencé 1 mois plus tard, Anna, elle est devenue tout de suite une journaliste très populaire. C'est à la fin de 99 que j'ai fait la connaissance d'Anna. Le célèbre dissident Alexandre Ginsburg, un cher ami qui n'est plus de ce monde, m'a amené dans un sac de plastique une dizaine d'articles et de reportages d'Anna publiés dans Novaya Gazeta en 99. C'est assez incroyable, mais on n'a pratiquement pas encore d'Internet, juste des petits emails. C'est Alexandre qui m'a proposé de lui chercher un éditeur français. André Glucksmann, un autre ami très cher qui n'est plus de ce monde, m'a aidé à convaincre les éditions Robert Laffont et nous avons publié son premier livre composé d'une vingtaine de reportages qui s'intitulait Voyage en enfer, journal de Tchétchénie. Anna est venue de Moscou pour la promotion de ce livre, donc c'était au printemps 2000. C'est à ce moment qu'est née notre amitié et il lui restait à ce moment-là 6 ans et demi à vivre. Ce qu'elle a pu faire en un laps de temps tellement court est incroyable. Elle allait pratiquement tous les mois, voire parfois 2 fois par mois, en Tchétchénie. Elle écrivait des papiers énormes pour chaque numéro ou presque de Novaya Gazeta. Elle s'occupait des missions qui ne faisaient traditionnellement pas partie du journalisme. Elle portait des médicaments aux malades. Elle cherchait la possibilité d'hospitaliser des blessés. Et surtout, elle essayait d'obtenir la justice pour les victimes de la barbarie russe en Tchétchénie et de dévoiler des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui y ont été commis massivement. Permettez-moi de raconter juste une anecdote personnelle. En février 2001, Anna est arrivée au village Khatouni où était basée une unité de l'armée fédérale pour vérifier l'information comme quoi les militaires enlevaient des Tchétchènes et les plaçaient dans des fosses profondes jusqu'à ce que la famille ne paie la rançon. C'était le cas classique, bien sûr, du racket. En arrivant là-bas, elle a été elle-même arrêtée et on l'a placée elle-même dans le Zindan. C'était le nom de ces fosses en tchétchène. Elle a subi un simulacre d'exécution. En fait, si le chauffeur qui l'a amenée à Khatouni n'avait pas réussi à contacter par personnes interposées sa rédaction et si Dimitri Muratov, aujourd'hui prix Nobel,
n'avait pas mobilisé ses contacts, Anna aurait pu y périr. 2 mois après cette histoire, nous étions assises dans un café rue Tverskaya à Moscou et elle m'a raconté en détail cette histoire, y compris des choses horribles qu'elle n'a pas révélées publiquement. Je lui ai demandé pourquoi a-t-elle pris un risque aussi énorme. Elle a souri et m'a répondu: Galia, j'écris sur les souffrances de la population civile. En quoi suis-je meilleur qu'eux? Ils sont des citoyens russes comme moi. En revanche, je sais maintenant que les Zindans existent vraiment et que nos militaires pratiquent des horreurs. C'est une expérience très importante. Voyez, cette réponse, rien que ça, montre quelle personne incroyable était Anna. Pendant les 6 ans et demi qu'il lui restait de vivre, Anna a également écrit 3 livres, en plus de celui que j'ai mentionné. Certes, ils étaient tous inspirés de ces reportages, mais les gens qui écrivent savent à quel point il est difficile d'organiser, de structurer la matière pour en faire un livre. Ces livres vont bien plus loin que ces reportages. Elle y exprime des idées profondes, notamment sur la nature du pouvoir poutinien. À l'époque, peu de gens comprenaient la profondeur de ces prémonitions, quand elle affirmait par exemple que les pratiques des militaires russes, qui pillent, violent et tuent en toute impunité, finissent par gangréner moralement toute la société. En 2001-2002, quand Poutine était encore novice dans son métier de président, il lui a consacré un chapitre dans son livre le plus connu, Tchétchénie, le déshonneur russe. Ce chapitre s'intitule « Pourquoi je n'aime pas Poutine ». Relisez-le aujourd'hui pour voir à quel point Anna était lucide. Juste une citation. D'un nom propre, Poutine est devenu un nom commun. Il est devenu le symbole de la restauration du régime néo-soviétique en Russie. Et nous sommes son peuple. Nous assurons cette restauration. Nous sommes un groupe de tavarichi, de camarades, qui, quelque temps durant, se sont pris pour des gospoda, des messieurs, et qui souhaitent revenir vers la situation antérieure. Il n'y a eu aucune métamorphose. Nous sommes juste rentrés chez nous. Nous avons tout simplement fait marche arrière vers notre passé soviétique récent. Je saute quelques lignes pour continuer. Sous nos yeux, le KGB, qui s'appelle aujourd'hui le FSB, a commencé à renaître, mais cette renaissance n'a en rien rendu son travail efficace. Cependant, moins ses agents œuvraient correctement et plus ils cherchaient, dans la bonne vieille tradition totalitaire, de nouveaux ennemis de la nation, extérieurs et intérieurs, en organisant notamment des procès pour espionnage contre ceux qui vendaient les secrets nationaux à l'Occident. Elle a écrit ces lignes quand Poutine n'a pas encore montré son vrai visage, quand Mikhail Khodorkovsky était encore libre et Yukos était un géant pétrolier prospère. 2 ans plus tard, Anna a publié un livre intitulé « La Russie, selon Poutine », qui est sorti parallèlement en français et en anglais. Je ne veux pas vous raconter le livre, juste encore une très courte citation qui sonne comme si elle était écrite hier. C'est indéniable. La stabilité est revenue en Russie. Une stabilité monstrueuse, telle que personne ne demande plus justice devant les tribunaux serviles et partiaux, telle que seul un fou oserait encore réclamer la protection des forces de l'ordre, gangrénées par la corruption. Il est difficile de vivre avec un tel don de prophétie, avec une telle lucidité. Anna était quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle savait aussi rire. Malgré le poids du malheur des autres qu'elle portait sur ses épaules, elle riait beaucoup et possédait un sens de l'humour très développé. Occupée comme elle était, elle restait une femme très soignée, bien habillée, avec un charme indéniable. Belle femme qui, divorcée de son mari depuis 2000, a même eu une histoire d'amour passionnel avec un écrivain norvégien. Son amoureux lui a proposé de s'installer en Norvège, mais Anna, qui m'a beaucoup parlé de cet homme, n'envisageait absolument pas de quitter son pays.
Mais qu'est-ce que je vais faire en Norvège, Galia, m'a-t-elle dit. Même amoureuse, elle avait ce sens du devoir, sauver encore des vies, essayer d'ouvrir les yeux aux gens sur ce qui se passe dans leur pays. Elle se sentait investie d'une mission. Les 6 ans et demi qu'il lui restait de vivre, elle les a vécus avec une plénitude extraordinaire. C'était une vie difficile où il y a eu une tentative d'empoisonnement au moment de Beslan en 2004, où elle a subi des épreuves en Tchétchénie, où elle a été peu appréciée par plusieurs de ses confrères, à commencer par son propre mari, parce que son journalisme où le reportage se conjuguait non seulement avec la politique et la philosophie, mais aussi avec la littérature, sans parler des droits de l'homme et de l'action humanitaire, était unique. J'aimerais conclure cet hommage en disant qu'Anna était une immense personnalité. C'est quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas d'elle-même parce qu'elle était très modeste. Après sa mort, plusieurs amis, journalistes et écrivains ont écrit un ouvrage collectif, Hommage à Anna Politkovskaya, publié en France, où nous avons essayé de cerner diverses facettes de cette personnalité hors pair. Il est peut-être temps que quelqu'un écrive sa biographie, car Anna reste un très grand exemple pour les journalistes d'aujourd'hui, un grand exemple pour tous les gens honnêtes. Merci à tous ceux qui, aujourd'hui, maintiennent la flamme d'un vrai journalisme en Russie. Je pense que Anna aurait pu être fière de ces 15 personnes et de tant d'autres, qui continuent le combat. Je vous remercie. Merci.